Le Premier ministre polonais Donald Tusk est arrivé ce jeudi à Kiev à l'invitation du président ukrainien Volodymyr Zelensky. La visite a débuté par des actes symboliques et de commémoration. Les dirigeants des deux pays ont ensuite signé une lettre d'intention sur la production conjointe d'armes et de munitions. Donald Tusk a également annoncé la mise en œuvre d'un autre programme d'aide d'une valeur de 200 millions de zloty qui comprendra principalement des équipements blindés pour l'Ukraine. De son côté, Volodymyr Zelensky a remercié Varsovie pour son aide et rappelé les conditions de vie de milliers d'Ukrainiens privés d'électricité et de courant. Codziennie praktycznie Rosjanie próbują zniszczyć w naszych miastach, w naszych wsiach możliwość istnienia w ogóle, przebywania. I bardzo ważne dlatego dla nas jest to, że nasi partnerzy są dziś z nami, są dziś tutaj, wspierają Ukrainę i Ukraińców. Malgré les déclarations de suspension des attaques pendant l'hiver, les Russes continuent de bombarder les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Selon les autorités locales, plus de 1100 bâtiments à Kiev sont sans chauffage ni électricité, alors que les températures nocturnes avoisinent les moins 20 degrés. Le gouvernement polonais a envoyé 379 générateurs électriques et 18 appareils de chauffage. Plusieurs centaines d'autres ont été donnés par des ONG. Interrogé sur un éventuel rétablissement du dialogue entre l'UE et le Kremlin dans Euronews Today, le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, a estimé que l'essentiel était avant tout que la voix du peuple ukrainien soit entendue. Alors que plusieurs pays européens, dont la France, l'Italie et l'Autriche, plaident pour renouer des contacts avec Moscou, l'élu polonais a rappelé l'importance d'un engagement européen constant en faveur de l'Ukraine. We need to be helping the Ukrainians because they were actually fighting for our freedom and they were providing us security. They were giving us breathing space when it comes to rebuilding our security because the Russian threat is there. And if this war ends with Putin's success, then this is the gravest threat for the European security. Le maire de Varsovie a également appelé les Européens à investir davantage dans la défense. We are strengthening our eastern border. We are investing as much as we can. We are taking the responsibility ourselves, exactly as President Trump wanted. Now we need to convince other Europeans to do the same. Rafał Trzaskowski soutient cependant que le maintien des Américains dans les négociations est une question de sécurité européenne. L'Ukraine et la Russie ont convenu à Abu Dhabi d'échanger 314 prisonniers de guerre lors du deuxième jour de pourparlers. Le dernier échange de ce genre a eu lieu le 2 octobre dernier, après que Moscou ait interrompu le processus. Le chef du Conseil de sécurité ukrainien Rustem Umerov a déclaré que les discussions se poursuivaient avec des consultations trilatérales et des groupes de travail. De son côté, le négociateur du Kremlin, Kirill Dmitriev, a déclaré qu'il y avait des avancées positives vers un accord de paix, mais il a également reproché aux pays européens d'entraver les négociations. Le porte-parole Dmitri Peskov a de son côté déclaré que la Russie continuerait à se battre jusqu'à ce que l'Ukraine prenne les décisions qui s'imposent. Moscou exige la reconnaissance de Donetsk et Lugansk comme territoire russe. Elle souhaite également que l'Ukraine se retire des parties de Zaporijia et Kherson encore sous son contrôle. Volodymyr Zelensky a déclaré que la conquête de l'Est de l'Ukraine coûterait à la Russie 800 000 vies supplémentaires en 2 ans. Les groupes de réflexion estiment que la Russie aura besoin jusqu'en août 2027 pour prendre les zones restantes de Donetsk. Le nombre de victimes depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine avoisine désormais les 1,2 million. Le dernier traité bilatéral entre les États-Unis et la Russie limitant les armes nucléaires stratégiques est arrivé à expiration ce jeudi 5 février, laissant les deux pays sans contrôle sur leurs arsenaux nucléaires. Ce nouveau traité de réduction des armes stratégiques, ou New START, a été signé en 2010 entre le président Barack Obama et son homologue russe Dmitry Medvedev. Dans le cadre de cet accord, les deux pays ont convenu de réduire considérablement leurs forces nucléaires à 1550 ogives et à un maximum de 700 missiles et bombardiers destinés à être utilisés au combat. En septembre, le président russe Vladimir Poutine avait fait part de sa volonté de prolonger l'accord afin d'éviter de provoquer une nouvelle course aux armements. Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение 1 года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ. Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом.
Peu après son retour au bureau ovale, le président américain Donald Trump avait lui aussi exprimé son intention initiale de prolonger l'accord. I'm going to have that conference primarily with China and Russia because those are the two that really are out there. And we're going to have them spend a lot less money and we're going to spend a lot less money. And I know they're going to do it. They agreed to it. We were talking about denuclearizing. And President Putin and I agreed that we were going to do it in a very big way. Depuis, Vladimir Poutine a changé de position, Donald Trump aussi. Dans une interview accordée en janvier, le président américain a balayé d'un revers de main l'expiration imminente du traité en déclarant « S'il expire, il expire, nous signerons un meilleur accord ». Trump a également plaidé pour que la Chine soit incluse dans tout nouvel accord, étant donné qu'elle possède le plus grand nombre d'armes après la Russie et les États-Unis. La Russie a également appelé la France et le Royaume-Uni à participer aux négociations, une suggestion qui a été rejetée par Londres et Paris, en particulier depuis que la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine. L'Union européenne doit faire de l'union de l'épargne et de l'investissement une réalité. C'est l'appel lancé par la présidente de la Banque européenne d'investissement, Nadia Calviño, dans une lettre adressée au président du Conseil européen, Antonio Costa. Dans ce document, consulté par Euronews, Nadia Calviño expose les priorités de l'institution bancaire avant le Conseil européen informel qui se tiendra le 12 février en Belgique. Le texte souligne la nécessité d'accélérer la stratégie de l'Union de l'épargne et des investissements, un ensemble de propositions législatives qui réorienterait une petite partie de l'épargne européenne vers des investissements dans les entreprises du bloc dans le but de favoriser la prospérité. Dans sa lettre, Nadia Calviño précise notamment que des cadres et des instruments appropriés doivent être mis en place dès que possible afin de garantir que l'épargne européenne soit canalisée vers les domaines qui en ont le plus besoin, les entreprises innovantes à travers l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset, a déclaré à Euronews qu'il comprenait les préoccupations qui sous-tendent les appels à restreindre la Convention européenne des droits de l'homme en matière de migration. Cependant, il a déclaré que la méthode utilisée était erronée. L'année dernière, 9 pays européens ont publié une lettre commune appelant à une réinterprétation des lois sur les droits de l'homme afin de faciliter l'expulsion des migrants. Berset a réitéré sa critique à l'égard de leur approche. It is clear that migration is an issue and a concern in the majority of the member states. And if it is a concern, it is only logic that we are able to have some platforms where it is possible to address this at the political level. But I was clear with this intervention, this letter, the way they choose to act is wrong. It is not possible and not good to start making political pressure on the court. What would you say if, when a tribunal in a country is taking a decision, if it is not in the sense what the government was expecting, that the government will make a pressure and say, please change your decision? Lorsqu'on lui a demandé si la révision de la Convention pouvait être une pente glissante, Berset a averti que cela pourrait encourager d'autres gouvernements à faire reculer les droits de l'homme. Il a souligné que la prudence devait prévaloir alors que les discussions se poursuivent au niveau politique. What will happen now with migration? It will be possible for other countries to make the same, to choose the same way, maybe to put in discussion other rights. You know, I also told this to some of the exponents. They wanted to have migration discussed. And I was just telling them, okay, at the political level, but we must be really careful because we have maybe other countries ready to open the same kind of discussion on the rights. And maybe then we won't agree about this. Alain Berset a convoqué une conférence ministérielle et informelle sur la question en décembre et une déclaration politique est attendue en mai 2026. Cependant, le secrétaire général du Conseil de l'Europe a déclaré qu'il n'y avait pas encore de consensus sur les changements à apporter le cas échéant. Malgré le cessez-le-feu en place depuis le 10 octobre dernier, Israël continue de bombarder la bande de Gaza. Ce mercredi, au moins 24 personnes sont mortes dans de nouvelles frappes, l'une des journées les plus meurtrières depuis 4 mois. Selon les autorités palestiniennes, 2 nouveau-nés et une fillette de 11 ans font partie des victimes. Un ambulancier en service et plusieurs femmes ont également été tuées, ont-ils ajouté. Israël, de son côté, a déclaré que ces frappes, qui ont touché plusieurs camps de tentes à travers Gaza, étaient une réponse à des tirs qui ont tué 4 soldats. L'armée a précisé avoir tué un commandant du Hamas présenté comme le chef du commando du 7 octobre, un commandant du djihad islamique et le chef d'une cellule terroriste du Hamas.
Alors que les cessez-le-feu en cours visaient à mettre fin à la guerre, il a été maintes fois rompu par Israël. Depuis octobre dernier, au moins 556 Palestiniens, dont la moitié étaient des femmes et des enfants, ont été tués par des frappes israéliennes. Certains points du cessez-le-feu progressent malgré tout. Lundi, Israël a ouvert le poste frontière de Rafah, mais moins de 50 personnes ont pu traverser en 3 jours. D'autres éléments clés du cessez-le-feu semblent être au point mort, comme le déploiement d'une force de sécurité internationale, le désarmement du Hamas et la reconstruction de Gaza. L'arrivée de l'aide humanitaire tarde également à arriver, regrettent les Nations Unies. Quelques jours après la nouvelle vague de révélations dans le dossier Epstein, le Premier ministre britannique Keir Starmer a présenté ses excuses aux victimes pour avoir nommé Peter Mandelson ambassadeur à Washington, malgré ses liens avec le criminel sexuel. Dans un discours prononcé ce jeudi, il a déclaré que Peter Mandelson avait présenté Jeffrey Epstein comme quelqu'un qu'il connaissait à peine. « Je suis désolé pour ce qui vous a été fait, désolé d'avoir cru à ces mensonges », a-t-il assuré. La veille, il avait reconnu être au courant des liens entre les deux hommes, mais a affirmé que l'ex-ambassadeur avait menti sur l'étendue de ces liens. I regret making the decision to have appointed him in the first place. Had I known at the time what I know now or knew in September, I'd have never done it. And that's why today I've apologized for the fact that I appointed him in the first place and I believed his lies. Keir Starmer subit désormais une pression croissante, mais a assuré qu'il avait l'intention de poursuivre son travail et de rester à son poste. En septembre dernier, la publication d'emails démontrait que Peter Mandelson avait entretenu des liens amicaux avec Jeffrey Epstein après sa condamnation en 2008 pour des délits sexuels impliquant des mineurs. Après les récentes révélations, l'ex-ambassadeur a annoncé sa démission de la Chambre des Lords.